痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Eh toi, oui c'est à toi que je parle. T'en as marre de voir toujours les mêmes personnages développés? T'en as marre de voir que la moitié des personnages dans Naruto sont exclus de la narration? Tu te sens frustré parce que des personnages ultra secondaires sont mis en retrait pour développer pour la 500 millième fois le clan Uchiwa avec toutes les POV du monde? Eh bah cette vidéo est faite pour toi mon ami. Comment ce cher Aspros aurait modifié les 12 de Konoha pour les rendre bien meilleurs? Il t'explique ça tout de suite. Et puisqu'il entend que la foule en a marre de ne pas avoir eu l'intro de base pour la 2ème semaine consécutive, on va pouvoir commencer. C'est surtout parce que la vidéo va être bien longue sa mère. Alors, ça va être simple, ces trois-là n'ont pas vraiment besoin de changement tant ils ont été mis en avant dans l'œuvre. Naruto et Sasuke ont subi l'évolution la plus longue et progressive, et Kakashi est toujours resté fidèle à lui-même depuis la perte d'Obito, donc vraiment y a rien à changer. Après, je sais que des gens risquent de vouloir changer l'attitude de Sasuke après la mort d'Itachi en mode « il aurait dû revenir au village », mais bon, ça n'aura aucun sens. Je l'ai déjà dit par le passé, la personne qui a éliminé le clan Uchiwa, ce n'est pas vraiment Itachi. C'est Konoha. Konoha a pris la décision d'exterminer les Uchiwa et c'est factuellement vrai. Itachi a certes été celui qui a appuyé sur la gâchette, mais son but était d'empêcher une guerre mondiale et de sauver son frère. Par contre, Konoha a choisi de faire éliminer les Uchiwa, donc pourquoi Sasuke leur pardonnerait de la sorte? Pourquoi devrait-il considérer Itachi comme le responsable en sachant que lui a juste fait en sorte d'éviter encore plus de morts? C'était soit perdre les Uchiwa, soit perdre le village en entier, voire même le monde, donc que Sasuke voit Konoha comme le véritable responsable, bah c'est logique. Évidemment, tous ces changements de personnalité ne sont que la conséquence de son caractère à prendre les informations au fur et à mesure, à les analyser et à suivre sa propre voie. Quand Obito lui raconte la vérité sur le massacre du clan, il veut se venger. Quand il voit Itachi protéger son village malgré tout ça, il veut des réponses. Quand il les obtient, il veut la paix via la terreur. Quand il fait face à Naruto, il décide de lui faire confiance. Donc pas besoin de toucher à ce perso vraiment bien développé et absolument pas incohérent. Je tenais quand même à le rappeler vu la horde de haters derrière lui. Et oui, je vais regrouper deux personnages ici. Le gros problème de Sakura, c'est son attitude un petit peu passive, très en retrait dans les événements importants, et qui laisse majoritairement Naruto tout faire à sa place. Le problème de Lee, c'est qu'il n'est juste pas montré à l'écran de manière significative depuis que son objectif a été atteint dans la partie 1. Pour rappel, il voulait que le monde le reconnaisse comme étant un grand ninja sans maîtriser de ninjutsu et genjutsu. Et à la fin de son combat contre Gaara, personne ne pouvait rester de marbre face à sa prestation. Sauf qu'après ça... plus rien. On le voit de temps en temps pour une scène rigolote, mais vraiment rien de plus. Du coup, comment faire pour améliorer ces deux personnages qui ont des problèmes de soucis aussi différents? Eh bien, selon moi, leur donner un mini-arc de quelques chapitres pourrait leur redonner un petit peu de substance. Imaginons qu'après l'échec à retrouver Sasuke au tout début dans le repère de Orochimaru, Sakura se met à désespérer. Elle a passé 2 ans et demi à s'entraîner comme un fifou dingo dans l'espoir de ne plus être inutile, et quand le moment est venu de récupérer Sasuke, elle a été aussi utile que l'option achetée sur WinRAR. Surtout que Naruto n'a pas perdu sa volonté juste après, mais lui il est mentalement indestructible, ce qui n'est pas le cas de Sakura. Elle va donc errer dans les rues de Konoha avec un air triste. Lee la verrait dans cet état et déciderait de faire quelque chose. Comme il est un petit peu simplé mais au cœur pur, il va transmettre ce que Guy Super Sexy Maito lui a transmis. La hype. Lee avait beau faire des efforts, sa volonté n'était pas suffisante pour avoir confiance en lui, ce qui fait qu'il ne progressait pas et qu'il stagnait. Il va donc lui dire que tant qu'elle n'aura pas brisé ses propres barrières mentales, elle ne pourra pas ramener Sasuke et qu'elle sera condamnée à être celle que Naruto doit suppléer. Elle risque d'abord froncer les sourcils, mais elle comprendra assez vite qu'il a raison et que même si elle veut ramener Sasuke, elle n'a pas forcément les PV psychologiques pour le faire. Du coup... comment lui donner? Dans Naruto, la meilleure façon de transmettre ce qu'on a sur le cœur, c'est à coup de patate dans le foie. C'est donc en toute logique que Lee va proposer à Sakura de s'entraîner avec. Ceci dit, il y aurait une condition à réaliser après, mais pas d'infos sur cette dite condition. Gardez-la dans un coin de votre tête. Bref, entraînement entre les deux, Sakura est forte, mais elle a du mal à encaisser l'entraînement de ce sauvage de Lee, donc elle faiblit et s'arrête. Et c'est là que l'élève de Guy va lui sortir le plus beau discours de motivation du monde en mode « Tu as beau répéter que tu es déterminé à ramener Sasuke, ce n'est pas ce qui se dégage de ton attitude. Quand le chemin est trop difficile, tu attends que Naruto vienne le déblayer. Sauf que Naruto n'est pas la seule personne capable de ramener Sasuke, ce n'est pas son seul partenaire. Toi aussi tu l'es, et ton devoir de partenaire est de le ramener s'il s'enfonce dans les ténèbres. Chez un ninja, c'est la volonté qui fait l'homme, et si tu en manques, ne serait-ce qu'un peu, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Donc chasse ces mauvaises idées de cet énorme front, et lève-toi, l'entraînement n'est pas fini. » Ici, évidemment, l'entraînement ne serait qu'une méthode de la confronter face à ses propres faiblesses, et de lui redonner un petit coup de boost. Du coup, elle se lève, finit l'entraînement sur les rotules, mais elle a la volonté d'aller jusqu'au bout. On aurait donc, contrairement au manga, la preuve que Sakura a effectivement changé du tout au tout. De base, elle avait changé,
changé, mais elle a quand même conservé cette attitude à trop se reposer sur Naruto. Ici, elle prendrait conscience que ce n'est pas quelque chose qui est sain pour tout le monde, donc c'est fini. Et évidemment, ce changement implique de rester cohérent par la suite, en mode elle fait quelque chose pendant l'attaque de Pain. Tout ça jusqu'au conseil des 5 Kage, où elle se rend compte de manière assez saine que Naruto est le mieux placé pour ramener Sasuke. Elle ne va donc pas lui céder la tâche par manque de capacité, mais plus par confiance. En mode, elle se rend compte qu'il est celui qui va y arriver, donc elle lui fait confiance, non pas dans la tristesse, mais dans la sérénité. Et on en vient à cette fameuse condition de Lee. Lee va lui révéler que la condition, c'est qu'elle assiste à un autre entraînement. Et cet entraînement, c'est un combat amical entre Neji et lui. Neji est le génie absolu que Lee s'est promis de vaincre. Sakura va assister à ça et va pouvoir observer à quel point la volonté de Lee est grande et va comprendre pourquoi il s'acharne autant dans ses entraînements. Et je pense que la meilleure des finalités possibles ici, c'est une défaite de Lee. Mais tempéré. C'est-à-dire que Neji va gagner le combat, mais de justesse, et à la fin il va lui dire « Lee, tu aurais pu gagner ce combat si tu avais utilisé les portes. Pourquoi tu ne l'as pas fait, toi qui voulais absolument me vaincre ?» Et là il lui répondrait « Je veux te vaincre, certes, mais je le ferai à la loyale. Je n'utiliserai les portes que pour protéger les gens qui me sont chers de mes ennemis, et toi, tu appartiens à cette première catégorie. Si je dois te battre, ce sera 100, quitte à avoir besoin de 10 ans pour le faire. » Du coup, victoire de Neji, tout en sachant que Lee aurait pu le vaincre dans des conditions différentes. Non seulement ça met en lumière la volonté de Lee, ça fait perdurer cette rivalité histoire que Lee ait toujours un objectif à atteindre pour la suite de l'œuvre, et ça lui donne sa victoire contre Neji, même si elle est dans la défaite. En plus, ça ne peut que donner l'exemple à Sakura, donc tout le monde en sortirait grandi. Et d'ailleurs, ça pourrait même mettre en avant l'amitié Lee-Neji, qui n'a pas été très explicitée dans le support d'origine, ce qui pourrait être sympa. En bref, Sakura montrerait l'étendue de sa nouvelle volonté, on aurait une scène vraiment belle entre Lee et elle, et on terminerait comme il se doit l'arc narratif de Lee dans sa quête de surpasser Neji. Je pense que 4-5 chapitres pourraient suffire à tout faire, et il y aurait que du positif qui ressortirait de ces derniers. Oui, je sais, comment ces trois-là peuvent être regroupés? Ça n'a aucun sens. Eh ben en fait, vous les fans d'Azuma, vous allez tomber amoureux de moi tellement je vais le rendre légendaire, et le relier à ces deux-là est le meilleur moyen d'aussi les mettre en lumière un petit peu. Mais bref, pourquoi? Comment? La situation de départ va être cruciale, c'est un nouveau duo dans l'Akatsuki qu'il faut. L'équipe Guy a affronté Kisame, l'équipe Azuma, Hidan et Kakuzu, l'équipe Kakashi, absolument tout le monde, et l'équipe Kurona et... Bon, vous avez saisi. Je pense que faire en sorte qu'il existe un nouveau duo dans cette organisation ne peut être que bénéfique pour absolument tout le monde. Non seulement ça permettrait d'ajouter deux ninjas intéressants, d'étendre le lore du Naruverse vu les personnages que j'ai choisis, et ça va un petit peu redorer le blason de l'équipe Kuronai, sans compter la divinisation d'Azuma. Accrochez-vous. Parmi les membres de l'Akatsuki, je vais inclure un des membres des 12 ninjas gardiens. Pour rappel, ce sont des ninjas d'élite ayant pour but de protéger les daimyo du pays du feu. Alors certes, ils sont censés être vertueux, mais la corruption est tellement facile dans ce monde que trouver une façon de justifier un passage dans le côté obscur de la force, ça me paraît pas impossible. Pour vous dire, même John Cena est devenu méchant, donc plus rien ne me surprendrait. Un des membres de ce groupe serait devenu un membre de l'Akatsuki. Le deuxième, honnêtement, on s'en moque un petit peu, mais pourquoi pas un ninja de la racine qui s'est détaché de l'emprise de Danzo. C'est cool parce que ça justifierait qu'un gars avec un certain pouvoir craqué existe dans ce monde, ou alors un des embouts de Kiri super vénère, ou un membre d'Iwa. Peu importe, on prend juste un personnage vraiment puissant. Et c'est là que ça commence. Tsunade demande à l'équipe Kuronai de pister ces deux ninjas en raison de leur capacité de filature. Sauf qu'évidemment, Kuronai est enceinte, mais Tsunade ne le sait pas encore. C'est pourquoi Azuma se ramène et lui demande de prendre sa place sans révéler la raison. Tsunade sera en mode, mais pourquoi prendre sa place? Et Azuma justifiera ça par son appartenance au groupe, ce qui fait de lui le mieux placé pour gérer la menace. Sceptique dans un premier temps, Tsunade accepte la requête, mais sans que quelque chose se trame. Ça part donc sur l'équipe Kuronai avec Azuma comme chef contre les deux nouveaux membres de l'Akatsuki. Je vais me concentrer un petit peu sur Azuma ici et revenir sur les trois autres juste après, je vous rassure. Donc Azuma fait face seul aux membres des 12 ninjas gardiens. Pour simplifier l'histoire, on va lui donner un nom. Ce ninja s'appellera Maui. Azuma va donc se battre contre Maui en 1v1 classique. Pour rappel, selon le databook, Azuma n'est que très légèrement inférieur à Kakashi, sauf que dans l'œuvre, ça n'a jamais été réellement démontré. Et ici, c'est l'occasion pour lui de briller. Azuma va donc faire face à la tempête, à l'ouragan, à Stéphanie de Monaco, et il va nous impressionner avec son style de combat très particulier. Parce que dans le support de base, jamais il ne nous impressionne réellement avec sa puissance. Contre Hidan, c'est surtout Shikamaru qui est impressionnant. Sauf qu'ici, il va faire face à une menace colossale et la vaincre en mano à mano. Azuma arrive à vaincre Maui dans un combat extrêmement difficile, genre au bout de ses limites. Ça va permettre à Azuma de briller et ça va nous permettre de nous attacher à lui vu qu'il aura fait face à un mur insurmontable. On va même pouvoir mettre en avant le fait qu'il refuse de mourir avant un certain événement, clin d'œil, mais sans nous le dire pour l'instant. Ça va créer du suspense et une déclaration à retardement. Victoire d'Hinata, Shinno et Kiba contre l'adversaire qu'on verra juste après et réussite de la mission. Retour au village, célébration la plus totale, tout ça. Puis, le moment tragique inévitable. Arrivée d'Hidan et Kakuzu dans l'intrigue. Tsunade, comme dans l'œuvre, elle les repère et doit envoyer une équipe pour les gérer. Azuma venant à peine de rentrer de mission, il est inconcevable de l'envoyer. Eh ben il sera pas de cet avis lui.
Il va aller voir Tsunade et lui dire qu'il va partir pour cette mission. Tsunade va évidemment refuser, Azuma n'est pas 100% rétabli. Sauf que le village manque de jonin de ce niveau, un jonin apte à gérer un des membres de l'Akatsuki. Tsunade risque de lui demander pourquoi il en fait autant, ça n'a aucun sens de surmener de la sorte, surtout que de base, c'est pas le ninja le plus volontaire. Et là, Azuma va lui dire que s'il force autant, c'est parce qu'il souhaite remplir son rôle de ninja au maximum le temps qu'il en a l'occasion, parce que dans 9 mois, il sera indisponible. Tsunade va alors comprendre que Kurenai est enceinte. Révélation publique, Azuma le beau gosse va devenir papa et il va tout faire pour être présent pour son fils, contrairement à son père qui ne l'a pas été pour lui. Azuma refuse que son enfant vive avec un père absent, quitte à lâcher sa carrière. C'est pourquoi il se donne à fond maintenant pour ne pas avoir à le faire plus tard. Tsunade va donc accepter qu'il y aille à l'unique condition qu'il batte en retraite au moindre danger. La suite, ce sera comme dans le manga, Azuma va mourir. Sauf qu'ici, vu qu'on aurait plus de temps pour s'attacher à Azuma, sa mort va être 1000 fois plus impactante, surtout quand on sait que son unique objectif c'était de survivre pour son enfant. Sa mort va prendre une toute autre dimension et ça pourrait justifier qu'un ninja aussi fort soit mort si facilement parce qu'il n'était pas à 100%. Ça va créer pas mal de what if story, mais surtout ça va créer une émotion très difficile à imaginer, mais on serait clairement sur du level Jiraiya ici. Donc Azuma mort et tout pareil après. Osez me dire qu'il aurait pas été 1000 fois mieux comme ça. Et sinon pour revenir sur Shino, Kiba et Hinata, ils vont vaincre l'autre membre de l'Akatsuki. D'ailleurs je le précise, mais Hinata aura son propre chapitre juste après. Bref, ici on doit faire en sorte de voir un Kiba inspiré par Naruto mais sans vraiment l'assumer. Genre reprendre un petit peu ses gimmicks et se rendre compte par la suite que son attitude se rapproche dangereusement de celle de Naruto, ce qui pourrait créer des scènes assez drôles. On verrait que malgré son attitude de base, Kiba a énormément de respect pour ce cher ninja en pyjama orange et qu'il refuse d'abandonner parce que ça reviendrait à dire que Naruto est meilleur que lui. Son ego va l'empêcher d'accepter ça, donc c'est faire progresser Kiba sur une base d'une rivalité unilatérale. Shino quant à lui va avoir le rôle de chef d'équipe ici. C'est lui qui va diriger son équipe et qui va faire en sorte de les couvrir grâce à ses insectes. Et là, on toucherait du doigt le futur personnage que va incarner Shino. Un leader, une personne dans l'écoute, dans le partage et capable de tirer le maximum de ses camarades malgré ses difficultés sociales d'apparence. Shino pourrait enfin être montré autrement que le mec bizarre qui ne parle pas beaucoup et on pourrait enfin le voir se battre pleinement, pourquoi pas avec de nouveaux types d'insectes. Et Hinata doit être celle qui met le coup final histoire de prendre sa revanche sur qui elle était de base. C'était la plus effacée, la moins confiante, la moins compétente et là, elle finirait le membre de l'Akatsuki qu'on pourrait appeler Tamatoa pour rester dans le thème. Tamatoa sera un adversaire extrêmement solide, mais le travail d'équipe combiné à une synergie parfaite entre ces trois-là grâce à Shino, ça va être trop difficile à gérer. En faisant en sorte que cette équipe puisse vaincre un duo de l'Akatsuki, ça chamboulerait complètement les idées reçues. L'équipe Kurenai ne serait plus qualifiée comme inférieure aux autres ou juste celle qu'on appelle quand il y a besoin de traquer un ennemi. Il s'agirait de la première équipe à avoir battu un duo de l'Akatsuki sans aide extérieure et les trois en sortiraient grandis, que ce soit dans la narration ou auprès des fans. Et je pense que faire en sorte que Shino soit promu Jonin à la fin serait un petit peu la cerise sur la chantilly et ça le placerait là où il devrait être naturellement, c'est-à-dire au-dessus des autres. Parce que n'oubliez pas qu'il a toujours été écarté du scénario et selon moi, c'est à cause de sa puissance beaucoup trop importante et ses compétences à s'adapter contre les différentes menaces qu'on a vues. Genre l'arc où faut ramener les fesses de Sasuke, et si Shino y était allé, les 4 du son n'auraient pas fait un pli. Mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Allez la voir, elle est trop cool. Bref, ici, il faudrait rajouter un arc entier, donc une dizaine, voire une vingtaine de chapitres en plus. Est-ce que ça aurait valu le coup? Ce sera à vous de me le dire. Bon, elle a fait partie très légèrement du groupe d'avant, mais individuellement, je pense qu'on aurait pu la rendre goldée. Je précise aussi que j'ai déjà évoqué ce scénario dans une précédente vidéo, mais ce serait dommage de se priver de le rebalancer ici, vu que c'est le moment parfait. Bref, pendant l'examen de Chunin, Neji s'est fait battre par Naruto et finit à l'infirmerie. De base, Hiyashi est venu, lui a raconté l'histoire de son père, et Neji et lui ont fait la paix. Plusieurs centaines de chapitres plus tard, on apprend que Neji et Hinata ont fait en sorte que la Bunke et la Soke n'existent plus, et c'est tout. Fin de l'arc pour les Hyuga. Sauf qu'on est d'accord, c'est dommage de faire ça pour un élément aussi intéressant. Du coup, nous, on va le développer. Au lieu qu'Hiyashi se ramène tout de suite, faut qu'Orochimaru et Suna attaquent avant, donc il n'y aurait pas la conversation entre les deux, et pas de Neji du bon côté de la force tout de suite. Les ninjas ennemis vont cibler l'infirmerie pour détruire les ninjas médecins, ce qui est une stratégie plutôt basique, éliminer les healers avant. Donc un ninja va arriver et va se retrouver face à face avec Neji. Sauf que Neji est éclaté après son combat contre Naruto, donc évidemment qu'il va pas pouvoir se défendre. Et là, qui c'est qui arrive? Hinata. Bon là, faudrait lui retirer sa blessure au cœur, parce que bon, ça fait un mois quand même, hein, faut passer à autre chose. Bref, Hinata arrive et protège Neji. Sauf qu'elle va se faire casser la gueule. Pourquoi ça? Parce que son adversaire est juste trop fort, c'est un Chunin, voire même un Jonin, donc elle ne fait pas le poids. Neji va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, espèce d'inconsciente? Fuis! C'est pas la branche principale de protéger la branche parallèle. Gros, je suis méchant. Et là, elle sera en mode, non Neji, je ne fuirai plus, ce n'est pas ce que ferait Naruto. Et puis j'en ai marre qu'on me dise quoi faire. Branche principale, branche parallèle, je m'en moque complètement. Ce qui m'importe, c'est de sauver la vie de mon cousin. Là, évidemment, il serait choqué et tenterait d'arrêter le massacre. Et là, qui c'est qui arrive? Hiyashi.
le père d'Hinata. Grâce à ses yeux, il a vu que sa fille est en danger, donc il s'est ramené. Il botte les fesses du ninja ennemi et double déclaration. Il va se rendre compte qu'Hinata est loin d'être la fille peureuse et sans volonté qu'il a connue, mais admettra avoir suivi son parcours de près parce que c'est ce qu'un père ferait. De plus, il révélerait la vérité sur la mort de son frère à Neji, ce qui va le faire basculer du bon côté de la force. Et là, il va prendre conscience qu'il ne veut pas imposer un destin aux jeunes enfants comme lui on lui a imposé son destin. Il va plutôt leur laisser leur liberté. Il va donc leur demander ce qu'ils veulent faire et les deux vont répondre la même chose, mettre un terme à ce système clanique qui est littéralement de l'esclavage pour redevenir une famille unie. Ici, non seulement Hinata prendrait 1000 points de charisme, mais même les Hyuga en sortiraient grandis. Ensuite, faudrait montrer des petites scènes par-ci par-là où Neji s'entraîne avec Hinata comme dans l'animé. On peut critiquer l'animé, mais sur ça il a vraiment bien géré. Ensuite, je pense que faire en sorte qu'Hinata parte dans la mission de récupération de Sasuke à la place de Neji serait un meilleur plan. Genre exactement le même combat, mais avec Hinata à la place. Neji il a déjà une histoire incroyable, donc lui retirer ce combat ne va pas tant l'impacter que ça, alors que le donner à Hinata va la faire passer à un tout autre niveau. Niveau justification, disons que Neji est en mission avec son oncle, comme ça on solidifie cette relation entre eux, et vu que Shino était aussi en mission, c'est pas incohérent. Et pour la puissance d'Hinata bien inférieure à celle de Neji, bah c'est ajustable. En mode, soit elle a un power up parce qu'elle veut absolument rendre l'appareil à Naruto, soit on fait en sorte que ses entraînements avec Neji et sa nouvelle confiance en elle lui ont permis d'atteindre un tout autre niveau de puissance. Lee était mauvais, il a pris confiance en lui, et il a botté les petites fesses de Sasuke, donc bon, la volonté, ça compte. Bref, Hinata arrive à vaincre Kidomaru, passe à 2 doigts de la mort, mais on l'a solidifieré comme étant un personnage secondaire absolument phénoménal, dont l'importance est réelle. Et dans la partie 2, il y aurait la mission avec Azuma où elle serait mise en avant vu qu'elle donnerait le coup final, en plus d'affronter un membre de l'Akatsuki. Attaque de Pain, et là il va dire un truc en mode c'est elle qui a vaincu Tamatoa, je dois rester sur mes gardes et veiller à ne pas la sous-estimer, vive les boulangeries. Ensuite, combat comme dans l'animé où Hinata peut faire 2-3 trucs vite fait avant de se faire soulever, contrairement au manga où c'était une fessée de type cosmique. Et surtout, tu retires cette déclaration qui n'a mené à rien. Ça, c'est poubelle. Et avec ça, Hinata serait potentiellement le meilleur personnage secondaire de ce manga. Juste, fallait la mettre en avant parce qu'elle avait un potentiel de dingue. Réduire Hinata à juste la fille qui aime Naruto, c'était un petit peu le pire des plans pour elle. Donc là, faudrait pas forcément rajouter beaucoup de chapitres. L'arc où son équipe affronte les membres de l'Akatsuki et le reste c'est juste 2-3 remplacements par-ci par-là. Je le répète, mais elle avait un potentiel de dingue et c'est vraiment dommage de l'avoir autant limité à sa relation avec Naruto. Surtout que cette relation avait moyen de la mener vers cette Hinata de ce scénario, mais bon, c'était pas la vision de l'auteur. J'espère au moins que vous apprécierez la mienne. En parlant de Neji, lui aussi on pourrait l'améliorer un petit peu, mais faut reconnaître que c'est un petit peu plus modeste. Je dirais qu'il faudrait surtout le montrer un petit peu plus avec les Hyuga, notamment Hinata Heihachi, comme dans le scénario précédent. Et il y a une scène dans l'anime qui me semble plutôt intéressante à canoniser, c'est le choix de son oncle concernant le futur chef du clan. De base, ce sont les Hyuga de la branche principale qui deviennent les chefs, mais ici, Heihachi a reconnu les qualités de Neji en faisant fi de sa pseudo-appartenance à la catégorie du dessous. Neji est le plus apte à devenir le chef des Hyuga, donc c'est lui qui serait choisi. Comme dans notre narration, il n'affronterait pas Kidomaru, ce serait l'occasion de lui donner son petit moment de gloire. On romprait avec le système complètement absurde des Hyuga et ça viendrait conclure doucement l'arc narratif de Neji. Neji, qui se plaignit de la fatalité de la mauvaise naissance, arrive enfin à briser ses barrières à force de travail et d'acharnement, tout comme une certaine tête blonde le lui a fait rentrer dans la tête à coups du percute dans le menton. Alors certes, on lui retire un combat incroyable, mais finalement, après son combat contre Naruto, il en a plus vraiment besoin. Et selon moi, ce genre de scène était vraiment ce qu'il lui fallait pour passer d'un personnage extraordinaire à un personnage extraordinaire. Mais bon, il y avait quasiment rien à changer, et étrangement, l'anime a fait bien mieux que le manga le concernant, ce qui n'est pas un cas isolé, mais qui fait quand même plaisir vu que d'habitude c'est l'inverse, notamment avec Sakura. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qui n'a pas besoin de changement dans ma trame narrative. Vous voulez changer quoi ? Shikamaru a été le ninja des 12 de Konoha à avoir le plus gros impact en dehors de la sphère des personnages principaux. Il nous a presque fait oublier que c'était un personnage secondaire tellement il a été une réussite absolue. Honnêtement, son combat contre Hidan, c'était une pépite, sa façon de rebooster Naruto, c'était goldé, sa petite punchline en mode « Je ne peux pas mourir maintenant, ce débile a besoin de moi comme assistant », c'était phénoménal. Donc oui, on ne touche pas à Shikamaru. Par contre, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Et pourtant, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je les trouve très réussis. Ino semblait être une peste au début, mais on a très vite compris que ce n'est que de façade, elle est en réalité une amie fidèle, au cœur aussi grand que le front de Sakura. Shoji, quant à lui, est un individu avec une gentillesse sincère et profonde, et on l'a vu non seulement contre Jirobo, il n'a pas hésité à se sacrifier pour Shikamaru, mais aussi pendant la grande guerre contre Azuma. Et là, ça semble effectivement difficile de trouver mieux. Ce sont deux personnages avec très peu d'histoire à raconter, et le peu qu'ils racontent est vraiment bien fait. Dans tous les cas, pas besoin d'avoir que des persos comme Itachi. Une
histoire simple et bien racontée vaut mieux qu'une histoire complexe mais mal faite. Donc comment les améliorer ne serait-ce qu'un petit peu? Je pense qu'il suffirait de leur donner un combat de plus. Quand Azuma est mort, Shikamaru est celui qui s'est juré de venger son maître et l'histoire a commencé à tourner autour de lui. Sauf que Shikamaru n'est pas le seul à avoir perdu son maître ici, Ino et Shoji également. Et je trouve ça un petit peu frustrant de se dire que Shikamaru a été géré seul l'assassin de leur maître alors que Shoji et Ino ont été relégués à juste affronter l'autre entre guillemets. Et en soi, c'est pas tant le fait d'avoir affronté Kakuzu qui pose problème, c'est vraiment l'exécution. Quand on regarde ce combat, c'est difficile de dire que c'est Kakashi, Ino et Shoji contre Kakuzu. Honnêtement, je pense que 95% du peuple le qualifie comme Kakashi contre Kakuzu. Et la raison est simple, Ino et Shoji n'ont servi à absolument rien. Vraiment, essayez de relire ce combat à l'occasion, mais en tout, Shoji a fait une attaque et Ino rien. À chaque fois, c'est soit Kakashi, soit Naruto, soit Shikamaru qui faisait le boulot. Pas eux. C'est terrible. Donc, histoire de les mettre un petit peu en valeur et nous faire subtilement comprendre que la nouvelle génération est en train de s'imposer, il fallait leur donner un rôle plus important ici. Et selon moi, il y a 3 possibilités. La première, tu fais en sorte que le 3v1 devienne un 2v1. En clair, on vire Kakashi de la mission et Shoji et Ino doivent gérer seul Kakuzu. Certes, à leur niveau dans le manga, c'est absolument impossible, mais encore une fois, la puissance est une donnée ajustable. N'oubliez pas qu'ils ont moyen d'avoir un boost mental pour cette mission précise, vu la perte de leur sensei, ou tout simplement jouer sur le travail d'équipe pour gérer jusqu'à l'arrivée de Naruto. En plus, techniquement, ils ont même pas besoin de gagner, ils ont juste à tenir assez longtemps pour recueillir les infos sur les capacités de Kakuzu jusqu'à ce que Naruto et sa clique viennent les sauver. Et là, il n'y aurait pas que Shikamaru qui serait mis en avant dans l'arc, eux aussi. La deuxième possibilité, c'est qu'au lieu d'affronter Kakuzu, ils partent affronter Hidan à 3, histoire que les 3 puissent venger leur maître. Ici, Shikamaru brillerait un petit peu moins vu qu'un 1v1 contre un membre de l'Akatsuki, c'est une sacrée prouesse, mais minimiser légèrement sa prestation pour maximiser celle de son équipe, ça me semble pas dégueu. Surtout qu'on aurait l'équipe qui venge la mort du sensei, pas juste un qui fait tout et les deux autres qui ne servent à rien d'un côté. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa comme route et on aura un véritable 1v1 entre Kakashi et Kakuzu, ce qui peut être sympa, même si techniquement c'est ce qu'il a fait dans le support d'origine. Mais selon moi, la troisième est la meilleure. On reprend la même organisation que dans le manga, à savoir Shikamaru contre Hidan et Kakashi, Ino et Shoji contre Kakuzu. Sauf qu'ici, on fera en sorte qu'Ino et Shoji soient ceux qui dirigent l'action. Quand il y a Kakashi dans le groupe, on s'attend à ce que ce soit lui qui mène la danse, mais ici, dans cette situation précise, ce ne serait pas le cas. On aurait Ino et Shoji qui prennent le lead et Kakashi sera en mode il n'y a pas que Naruto et Sakura qui ont grandi. Je ne pensais pas qu'ils seraient devenus si forts. Azuma, j'espère que tu vois ça. Ce sont devenus de grands ninjas. Et là, un véritable 3v1 où tout le monde peut briller jusqu'à ce que Naruto intervienne et finisse le méchant. C'est une toute petite modification à faire dans l'intégralité de leur développement, mais je pense que ça aurait été mérité. Malheureusement, même Kakashi n'a pas vraiment bénéficié de son combat contre Kakuzu, donc autant mettre en lumière les autres membres de l'équipe Azuma, ça colle un petit peu plus au thème de l'arc. Finalement, quand Kakashi se rend compte que Naruto l'a potentiellement surpassé, on pourrait également inclure la nouvelle génération qui surpasse petit à petit l'ancienne. Kakashi était le ninja le plus important de sa génération, mais ici, ce serait le moins important, ce qui créerait une rupture et l'avènement des petits jeunes en véritable protecteur du village. Peut-être la plus difficile à améliorer au vu de son absence complète du scénario et de son objectif narratif très limité, à savoir Kurenai et la copine d'Azuma. Point. Mais je pense qu'il y a moyen de raconter quelque chose en très peu de temps avec elle, histoire de justifier un petit peu l'existence de son personnage, tout en rendant Azuma encore plus stylé. C'est clairement la vidéo d'Azuma alors que c'était clairement pas prévu. Mais bref, comment qu'on va faire? Je pense qu'il faudrait raconter les préludes de son histoire avec Azuma en jouant sur le fait que c'est le fils du 3e Hokage. Pendant l'attaque de Kyuubi, le père de Kurenai est mort en protégeant les jeunes ninjas. À la suite de cet événement, Kurenai en voudrait directement au Hokage de cette décision parce qu'elle n'a pas pu sauver son père. On aurait juste à dire que cette façon de faire a été le choix du 3e Hokage vu que Minato était absent à ce moment-là, ou que la procédure est entrée en vigueur sous l'ère d'Hiruzen. Du coup, Hiruzen serait le responsable dans la tête de Kurenai. Elle va plusieurs fois confronter le 3e dans cette affaire pour le traiter de meurtrier et qu'en laissant les jeunes aller au combat, beaucoup de vies auraient pu être sauvées. Vu ça, une grandissante envers Hiruzen, Danzo se rapprocherait d'elle. Il lui dirait que lui non plus ne comprend pas le Hokage et qu'il aurait agi différemment, blablabla. Tu veux un poste au sein de la racine? Et là, Kurenai hésiterait. Elle serait en mode « La racine est un endroit où vont les âmes les plus tourmentées, mais ça me permettrait aussi de ne plus agir sous la direction du responsable de la mort de mon père, et puis Danzo aurait sûrement mieux agi à sa place, mon père serait peut-être toujours en vie. » Là, des doutes vont se créer, et Kurenai doit y réfléchir. Sauf qu'ici, Azuma, le fils d'Hiruzen, aurait vu les deux discuter. Il aurait compris ce qui se tramait, donc il aurait confronté Kurenai en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle rejoigne la racine. Et pour la convaincre, rien de mieux qu'une bonne vieille bagarre à l'ancienne. Il lui dirait « Passe tes nerfs sur moi s'il le faut, je suis le fils de l'homme que tu détestes, son sang coule dans mes veines, ça devrait être suffisant pour que tu m'haïsses également, non ?» Ni une ni deux, Kurenai se jette sur lui et le boxe. Sauf qu'Azuma ne répondrait pas, il s'en prendrait juste plein la tronche sans rendre le moindre coup. Elle serait alors en mode « Mais défends-toi FDP, pourquoi tu te laisses faire ?» Et Azuma serait en mode « Je veux que tu lâches toute la haine que tu as au fond de ton cœur. Dès que tu n'en auras plus, tu ne pourras plus rejoindre la racine. Mon père est la raison pour laquelle tu hésites et je refuse qu'il soit associé à ta descente aux enfers. Si me faire rétamer suffit à sauver ton âme, alors qu'il en soit ainsi. » Et là, Kurenai comprendra à quel point il est prêt
fera tout pour éviter qu'elle ne rejoigne la racine. De là, faudrait les faire discuter en mode « Tu sais que même si je ne rejoins pas la racine, je ne peux pas m'empêcher d'haïr ton père, hein ?» Je sais, et je ne te demande pas d'arrêter de le détester, juste de le comprendre. Les enfants constituent la nouvelle génération qui doit se charger de guider le monde vers une ère de paix. Si nous étions morts ce jour-là, la situation n'aurait jamais pu changer. Le 4e Hokage nous a sauvés, mais s'il avait dû participer à un conflit en étant plus jeune, il serait mort et personne n'aurait sauvé Konoha. Tu fais partie de la nouvelle génération qui doit trouver un moyen d'empêcher que des hommes comme ton père et à mourir. Alors même si tu détestes mon père, ton rôle n'était pas de mourir ce jour-là, mais de vivre pour participer à l'éclosion d'une nouvelle ère de paix. Et là, badaboum, coup de foudre, Kurenai tombe amoureuse de cet individu qui veut la protéger d'elle-même et de Danzo. Une seule conversation entre les deux aurait pu raconter tellement de choses, et on aurait pu approfondir certains concepts comme le mandat du 3e Hokage, la racine et le développement de ce couple qui s'est fait un petit peu hors écran et qui semblait être surtout un couple formé pour créer des situations cocasses. Je pense qu'un ou deux chapitres auraient suffi, ou alors pourquoi pas un roman, hein, ça se prêtait plutôt bien à l'histoire racontée je trouve. Mais bon, Kurenai, il faut vraiment lui créer une histoire, hein, pas simplement améliorer celle déjà racontée vu son absence complète de la narration. Vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime bien cette version. Pas touche à cette légende. Et en parlant de légende... Alpha, Omega, my badass. Go. Go. It's your boy Ansel J. Son of Garen shouted this. Worldwide shit. Bon, il est temps de passer au dernier, et non des moindres. Je sais que c'était la plus attendue ici. Tenten est celle qui souffre le plus du manque de mise en avant dans l'œuvre, parce que contrairement à Kurenai, elle avait certains éléments à raconter, mais qui ont été complètement oubliés dans le manga. Heureusement que l'anime était là pour que sa carrière ne coule pas totalement. Bref, situation de base. Tenten a participé à l'examen de Chunin, et elle se rend compte qu'elle a été vraiment mauvaise. Elle s'est fait exterminer par Temari en quelques instants, alors que Lee et Neji étaient deux énormes favoris dans ce tournoi. Elle se sent donc très à la traîne juste après l'examen. Elle se promène à Konoha et croise Naruto et Jiraiya en train de discuter de leur mission, à savoir ramener Tsunade au village pour qu'elle devienne la Hokage. Je vous rappelle quand même que Tenten a comme seul objectif connu de devenir une kunoichi comme la femme qu'elle admire le plus. Tsunade. Donc là, elle va les interrompre et supplier Jiraiya de l'emmener aussi parce que c'est une immense fan de Tsunade et que c'est la seule qui peut aider son camarade. Il serait en mode... non. Dégage. Mais elle va insister, Naruto va convaincre Jiraiya d'accepter parce qu'il voit qu'elle est déterminée. Finalement, le duo devient un trio. Et je reconnais que ça ne vend pas du rêve pour l'instant, mais patientez un petit peu. Là, attaque de Kisame Itachi, Jiraiya intervient, Guy intervient et se demande ce que son élève fout ici. Elle va lui dire, et quand il verra la flamme dans ses yeux, il ne pourra qu'accepter vu que c'est la première fois que son regard va s'illuminer. Ça repart donc et ils arrivent à Tanzaku. Jiraiya donne les étapes pour le Rasengan à Naruto, tandis que Tenten s'entraîne de son côté. Naruto va lui demander pourquoi elle ne fait que du Shuriken Jutsu en sachant que son équipe est ultra chaude au corps à corps. Elle va lui révéler que c'est parce que c'est le seul style dans lequel elle est douée. Elle est extrêmement mauvaise pour le reste et sa seule façon de devenir un ninja, c'est comme ça. Donc là ça ferait directement écho à la condition de Lee. Et Naruto serait en mode, moi tu sais je suis doué en rien, le contrôle du chakra, le ninjutsu, ça m'a toujours fait défaut. Mais c'est pas parce que je suis mauvais quelque part que je suis destiné à le rester. Je suis un futur Hokage je te rappelle, donc je peux pas m'arrêter devant la moindre difficulté. Tenten verrait alors la part de Lee en Naruto, ce qui va rapprocher ces deux-là. Ensuite, apparition de Tsunade et là, Tenten va tomber de tellement haut. Tsunade, la femme qu'elle admire le plus, est en fait une ivrogne accro au jeu, complètement narcissique, et qui est aussi inspirante qu'une climatisation grise sur un mur gris pendant que le temps est gris. Elle ne va pas comprendre, elle va rester muette, et confrontation entre Naruto et Tsunade avec le pari. Naruto s'entraîne de son côté, et Tenten va beaucoup se remettre en question du sien. Elle va se dire que la personne qui l'inspire le plus au quotidien est en réalité tout sauf un exemple, et du coup, elle sait plus quoi faire. Quel est l'intérêt de continuer à être un ninja si elle a plus comme objectif de devenir comme Tsunade? Et là, elle va se rendre sur le lieu où Naruto s'entraîne, et quand elle va voir qu'il se met dans de sales états pour gagner son pari, ça va la faire sourire. Elle va se dire, mais il est complètement fou de tenter l'impossible en une semaine, ça n'a aucun sens. Et là, elle aura une envie de s'entraîner également. Une envie de progresser. Parce que oui, Tsunade cesse de l'inspirer, mais la hype Naruto lui donne envie de devenir une meilleure personne. Sans qu'elle puisse l'exprimer, Naruto l'a inspirée à se bouger les fesses, donc elle va s'entraîner de son côté. Petite avance rapide, Tsunade fait face à Kabuto, elle s'apprête à se faire décapiter, et Jiraiya, Shizune, Tenten et Naruto interviennent. Shizune se fait péter la gueule, Naruto se fait découper de partout, et Kabuto s'apprête à finir Tsunade. Tenten intervient en mode « Amène-toi, serpent à lunettes !» Tsunade serait en mode « Mais pourquoi toi aussi tu risques ta vie bêtement? Ne sois pas stupide! Casse-toi !» Et là, Tenten rétorquerait « Si je suis les préceptes de mon héroïne, je dois fuir, mais si je suis les préceptes de ce gamin que vous qualifiez de stupide, alors je ne renonce pas à la moindre difficulté. Finalement, vous ressemblez me semble beaucoup moins alléchant maintenant. Je préfère encore ressembler à quelqu'un de stupide si ça me permet d'être fier de qui je suis. Oh bordel. Et là, combat contre Kabuto. Je ne m'attends pas à ce qu'elle gagne évidemment, mais ce petit coup moral pourrait avoir un point en plus dans la décision de Tsunade de devenir Hokage, et ça lui donnera encore plus de respect pour Naruto vu qu'il aura réussi à inspirer quelqu'un. Naruto était plus inspirant que la future Hokage elle-même, qui plus est une figure légendaire du monde ninja. L'attitude de Tenten va servir autant sa cause
que celle de Naruto. Donc là, Tsunade se réveille, combat des Sannin et retour à Konoha. Guy, Lee et Neji les accueillent et tout le monde est content de revoir Tenten saine et sauve. Prise de position de Tsunade en tant que Hokage et elle convoque Tenten juste avant qu'elle ne parte en mission avec Guy et Neji. La raison, très simple, elle a vu la motivation de Tenten et s'est dit qu'elle ferait une élève parfaite pour elle. Tenten sera extrêmement surprise, extrêmement contente et va lui dire non. Dans la stupéfaction de Tsunade, Tenten refuse en disant qu'elle ne souhaite plus ressembler à quelqu'un, elle veut tracer sa propre voie. Avoir des gens qui la motivent à avancer, elle en a déjà. Elle veut devenir meilleure pour son équipe, pour ses amis. Naruto l'a inspirée à suivre sa propre voie et à ne pas abandonner. Elle n'a plus besoin de Tsunade. Bien sûr, l'admiration serait toujours là, mais dans sa quête d'identité, elle n'a plus sa place. Tenten n'est plus une Kunoichi qui veut devenir comme Tsunade, c'est une Kunoichi qui veut continuer d'être Tenten. C'est un personnage monodimensionnel qui, avec ce scénario, gagnerait énormément en substance. Après évidemment on peut la mettre un petit peu plus en avant, comme l'inclure dans certaines missions, ou lui faire affronter de gros adversaires pendant la guerre. Mais juste avec cette petite modification du scénario, le seul personnage des 12 de Konoha à ne pas avoir été développé le serait enfin. Et je pense ne pas abuser en disant que si ça avait été le cas, sa fanbase aurait décollé, alors que là j'ai l'impression d'être le seul fan d'elle. Encore une fois, heureusement que l'anime était là pour la mettre un petit peu en avant, ça évite le naufrage complet. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Je me tâte à faire un épisode 2 avec d'autres types de personnages. Là on est resté sur les 12 de Konoha avec leur sensei, mais on peut imaginer les Kage à travers l'histoire, l'Akatsuki, les méchants de l'œuvre, etc. À vous de voir. Et je pense que ce sera un petit peu plus court également, vu qu'il y aura moins de personnages. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va parler des personnages beaucoup trop sous-cotés. Je viens vraiment de spoiler là? Aïe aïe aïe, le chef des Aspros va me taper sur les doigts.